Enfin, nous allons donc poursuivre ce soir l'exercice auquel nous nous livrons depuis le début de l'année, Thierry Roth, Omar Guerrero et moi-même, c'est-à-dire lire avec vous le séminaire de mêlement intitulé Pour introduire à la psychanalyse aujourd'hui. Et nous avons procédé depuis le début en prenant en charge chacun 3 leçons. Alors, il y a un certain arbitraire dans cette manière de faire, mais ça a fonctionné jusqu'à présent. Ça comporte la difficulté que c'est long, 3 leçons quand même. C'est long, donc il y a tout de suite une question qui se pose, c'est que, d'ailleurs, je la pose d'autant plus volontiers que ça rencontre un aspect de ce que dit Charles Melman dans les 3 leçons dont je vais vous proposer ce soir une lecture. Les leçons 7, 8 et 9, euh, vous avez vu, si vous les avez lues, ce que j'espère, vous avez vu que ces 3 leçons, bon, il se trouve, le découpage est comme ça, mais enfin, il se trouve que ces 3 leçons euh, sont très animées par la question de la lettre et de la littéralité, et la question des représentations ou du sens, en tant que la lettre, la dimension de la lettre se distingue de la dimension de la représentation habituelle et du sens. Eh bien, justement, dans la lecture que je vais vous proposer aujourd'hui, je tâcherai de faire comme ont fait mes collègues, chacun à leur tour auparavant. C'est-à-dire, je tâcherai de ne pas être trop près du texte et de ne pas être trop, comment dire, rivé à une littéralité, une lecture trop près du texte, justement, et pas non plus trop surplombant d'une façon qui privilégierait le sens et la commodité de se donner des démarcations de sens qui, parfois, bien sûr, comment dire, évitent un peu les difficultés. Je tâcherai de rencontrer les difficultés et, autant que possible, de vous en rendre compte. Alors, bon, évidemment, je laisserai des choses de côté, on ne peut pas éviter, mais j'essayerai de vous rendre compte de ce qui, moi, m'a paru le plus vif de ces 3 leçons. Je voudrais commencer par dire un point que je trouve important. Mêlement à son style. Il a un style singulier qu'on distingue tout de suite. Et son style n'est évidemment pas celui de Freud et n'est pas non plus celui de Lacan, pour prendre 3 comme ça figures qui sont importantes pour nous. Au cours du séminaire d'hiver, quand il a été question de la transmission de la psychanalyse, de la formation des analystes, j'ai eu l'occasion, très brièvement, mais d'évoquer cette question du style. Elle est importante parce que le style d'un analyste, qu'il s'agisse de sa pratique ou de son enseignement, compte beaucoup dans la manière dont il va témoigner en quelque sorte de sa discipline, de sa pratique, la psychanalyse en l'occurrence. Et il est très clair que le style de Melman n'est pas celui des 2 autres que j'ai cités. Alors pour en dire comme ça juste un mot en manière d'introduction, je voudrais souligner que Melman avait une façon de questionner que je trouve personnellement très intéressante et très attachante même, parce que il n'était pas optimiste comme Freud, Melman. Il soulignait d'ailleurs l'optimisme de Freud dans ses leçons d'introduction à la psychanalyse. Hein, vous savez,
vous avez en tête ça, je pense, vous connaissez Hmm. l'introduction à la psychanalyse de Freud, c'est-à-dire ces leçons qui ont été prononcées effectivement à l'université pour donner une entrée dans la psychanalyse et pour en donner un aperçu. Et Freud, dans ses, dans ses leçons d'introduction, Melman souligne, c'était, je crois, dans la première leçon qu'avait commenté Thierry, il souligne l'optimisme de Freud. Avait cette espèce de croyance très sympathique, dit Melman, que si on, on donnait de manière rationnelle et éclairée la raison des effets, la raison des choses, la raison des phénomènes, eh bien, on obtiendrait un assentiment. Et Freud était très optimiste sur le fait que, enfin, en tout cas à cette époque, sur le fait que la psychanalyse, pour autant qu'elle soit présentée d'une manière adéquate, rencontrerait l'assentiment et rencontrerait la faveur du public. Alors évidemment, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas du tout, ça s'est pas passé comme Freud l'aurait l'aurait escompté. Lacan, lui, c'était un autre style. Peut-être parce il avait médité l'expérience freudienne. Lui, il n'a pas choisi d'éclairer de manière accessible pour tout le monde ce que la psychanalyse enseigne et apporte. Il a choisi au contraire de resserrer autour d'un appareil logico-mathématique aussi rigoureux que possible la transmission en question. Et du coup, euh, Melman le dit d'ailleurs dans les leçons qui précèdent celles que je commande ce soir, à la limite, dans un séminaire comme problèmes cruciaux pour la psychanalyse, par exemple, c'est celui que cite Melman, eh bien, Lacan parle et enseigne à peu près comme s'il avait l'espoir que la logicisation, l'extrême réduction logico-mathématique, disons, Hmm. de son propos pourrait quasiment dispenser quelqu'un de réaliser une cure analytique. La transmission pourrait se faire en quelque sorte sans nécessiter le passage par l'expérience concrète de ce discours de l'autre, comme disait Lacan. Bon, il est revenu de ça, Lacan, hein. Il est revenu de ça. Mais il avait ce style et cette manière qui étaient, qui étaient les siennes. Alors, Melman, pour en arriver à lui, j'aurais envie de dire que le style de Melman, c'était cette question. Comment est-ce qu'on peut être un disciple et ne pas être idiot? C'était vraiment le style de Melman. Je suis un disciple de Lacan. Il l'a toujours dit avec beaucoup de simplicité. Lacan était son maître et il le reconnaissait pleinement. Alors, comment suivre l'enseignement d'un maître sans pour autant soit devenir idiot, c'est-à-dire répéter d'une façon bête, faut bien le dire, soit devenir, enfin, entrer dans la revendication que nous connaissons bien, la revendication du narcissisme qui veut faire reconnaître, qui veut faire entendre sa petite différence. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très régulièrement chez les disciples. Et il avait tellement, il avait l'espoir, et pas sans fondement d'ailleurs, si on considère son enseignement, son style et sa pratique, il avait l'espoir qu'on puisse arriver à supporter un enseignement aussi extraordinaire que l'enseignement de Lacan, parce que l'enseignement de Lacan a été un enseignement extraordinaire. Et l'enseignement, ça en fait deux, ça fait beaucoup. Un autre enseignement extraordinaire, qui était celui de Freud, eh bien, Melman avait l'espoir et il montrait que cet espoir pouvait être raisonnablement formé. Il avait l'espoir qu'on puisse supporter ces deux enseignements sans devenir idiot ou excessivement narcissique. Il l'a montré.
il l'a montré par toute son œuvre et par sa manière de pratiquer et d'enseigner. Il avait d'ailleurs suscité des journées, alors je pense que la plupart d'entre vous ne s'en souviennent pas parce que c'était quand vous étiez peut-être un peu plus jeune, un peu plus jeune que moi. Moi j'étais tout jeune à l'époque, mais ça m'avait beaucoup marqué ces journées. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs les, les exhumer de l'oubli où elles sont, elles sont parties depuis longtemps. Ça s'appelait Intelligence et limite, intelligence au singulier et limite au pluriel des disciples. C'est-à-dire comment les disciples peuvent être intelligents, comment ils peuvent être limités aussi. Comment être un disciple intelligent, comment ne pas être un disciple trop limité. C'était des journées passionnantes. C'était la question de Melman, ça. Comment être disciple et être disciple correctement. Encore une fois, sans être trop bête et sans être narcissique. Alors maintenant, j'en viens directement aux trois leçons qui vont nous occuper. La première, je ne vais pas les résumer, hein. Je vais vous dire ce qui me semble important dans chacune et dans le fil des trois. La première, elle a été intitulée dans l'édition d'Hérès, Freud et la question du père, je crois. La question du père chez Freud. La deuxième, la leçon 8, on pourrait dire que c'est une leçon sur le signifiant et la lettre. Et cette distinction entre le versant du signifiant et le versant de la lettre, de la littéralité, cette distinction court à travers les trois leçons. Elle est très importante. Melman y revient sans cesse. Et j'essaierai de vous faire entendre de quoi il, il s'agit et sur quoi il veut beaucoup insister par là. Et la troisième leçon, nous pourrions dire, c'est il y aborde la question de l'autre scène, hein, c'est-à-dire de l'inconscient, du discours de l'autre, et il y aborde la question du sujet, l'autre scène et la question du sujet dans le monde qui est celui qu'il appelle le monde des représentations, c'est-à-dire le monde de ce que nous reconnaissons habituellement, le monde de ce que nous appelons la réalité, disons, la réalité en tant que nous la reconnaissons. Voilà à peu près les trois questions qui vont animer Melman tour à tour dans ces trois leçons. Et comme je vous le disais, euh, dans les trois leçons, nous retrouvons, j'espère que vous les avez lues, mais si vous les lisez, vous remarquerez que dans les trois leçons, nous retrouvons un même souci qui est de situer la question du sens et de l'articuler, cette question du sens, en étant suffisamment attentif à la question de la littéralité et de la lettre, pour ne pas être trop pris justement dans cette dimension du sens, et pour faire la place qui lui revient justement à l'inconscient et au discours inconscient. Alors, tout d'abord, tout d'abord, la leçon 7, la question du père chez Freud. J'avoue que quand j'ai lu le titre de cette leçon, je me suis dit, oh, bah, ça va, c'est du lourd, comme on dit. Il peut y avoir de quoi faire. Bon, effectivement, la question du père chez Freud, c'est pas rien. Mais la question du père dans l'analyse, dans la psychanalyse, c'est une question fondamentale. Ici, Melman dit que c'est la question de Freud. Il dit la question fondamentale de Freud, qu'est-ce qu'un père? Et alors, il va l'aborder d'une façon très intéressante. Euh, Melman prend le parti d'aborder cette question chez Freud en
prenant pour appui trois rêves. Trois rêves que vous trouvez dans l'introduction à la psychanalyse, hein, au chapitre 12. Et ce sont trois rêves dont Melman nous dit que Freud ne les a pas présentés comme étant ses rêves à lui, mais que lui, Melman, il reconnaît tout de suite une certaine qualité, une certaine densité, une certaine puissance de texture, comme ça, littérale, pourrait-on dire, qui signe en quelque sorte une production onirique de Freud. Et donc il nous dit, je vous garantis que ce sont des rêves de Freud. Et alors, qu'est-ce qui... Encore une fois, je résume pas, hein, j'essaye d'aller à ce qui m'a paru le plus important. Parce que c'est une leçon qui, en elle-même, elle est passionnante. Elle mériterait sans doute un commentaire beaucoup plus ligne à ligne, etc. Mais ce serait un autre style de commentaire. Moi, le mien sera d'aller à ce que je crois être le principal. Euh, la question qui se pose avec ces trois rêves de Freud, tels que Melman les interroge très très bien, c'est que on y entend que Freud est tourmenté par la question du rapport de son père, et donc du père, mais de son père, à la loi. Et il y a un rêve, le premier, qui évoque d'ailleurs tout à fait ce rapport du père à la loi, puisque à travers la figure de l'oncle de Freud, on peut distinguer une figure paternelle, et ce rêve dit quelque chose comme, ce rêve articule quelque chose comme, si mon, mon père, disons, si ce père ne pouvait, enfin, se permet de réaliser le fait de fumer un cigare comme ça le jour de Shabbat, c'est-à-dire de manière interdite, s'il commet cet interdit, alors moi, je peux recevoir les caresses de ma mère. Autrement dit, je peux m'approcher de la jouissance de ma mère. Vous voyez comment il y a là une question posée sur le rapport du père à la loi et consécutivement le rapport du sujet à la loi. Si mon père n'est pas tout à fait au clair avec la loi, alors moi, je peux aussi me permettre de ne pas l'être tout à fait. Mais justement, puis-je me permettre de ne pas être tout à fait au clair avec la loi? Il y a chez Freud une interrogation vraiment extraordinaire sur le rapport du petit être parlant, du petit humain, du petit sujet à la loi. Et cette question freudienne, que Freud, comme vous le savez, va, sinon résoudre, du moins qu'il va articuler à travers l'Oedipe, cette question, c'est justement, quelles conditions puis-je me mettre au clair avec ce signifiant père pour être en mesure, ça c'est la question de Freud, hein, pour être en mesure de me mettre au clair avec la loi qui me commande, moi comme sujet, c'est-à-dire avec ce que Freud va appeler l'Oedipe, c'est-à-dire avec ce discours de l'autre scène, justement, dont Melman va parler à la leçon 9, ce discours de l'autre, l'inconscient, dont il n'a jamais été question avant Freud, eh bien, à quelles conditions est-ce que, en tant que sujet, je pourrais me mettre au clair avec cette loi? Eh bien, je ne pourrais me mettre au clair avec cette loi que si je tire au clair ce qu'il en est du rapport de mon père à la loi. Là, comment dire, on, on tombe sur, en quelque sorte, la biographie de Freud, c'est-à-dire comment il a rencontré empiriquement, concrètement, cette question de la loi. Il semble qu'il l'ait rencontrée à travers un léger vacillement du rapport de son père à la loi. Il y a un autre rêve, je ne vais pas vous les commenter, hein, tous les trois, mais il y en a un autre
enfin si, je dirais un mot des trois. Il y en a un autre dans lequel, clairement, il fait allusion à une pratique malhonnête de son père en tant que marchand. Dans le rêve, son père se comporte d'une manière qui montre qu'il prend ses libertés avec la loi. Et, et lui, Freud, comme fils, se trouve à devoir lui dire, enfin lui montrer comment il faut faire. C'est quand même un comble comme, comme, comme manière de, presque de transgression. C'est moi, Freud, enfin, Sigmund, ton fils, c'est moi qui vais te montrer comment il faut se, se mettre en règle avec la loi. Et c'est ce que Freud a fait, hein. C'est ce pas absolument sidérant que Freud a fait en allant bien au-delà de la question de la conformité à la loi selon la tradition juive, là en l'occurrence, etc. Il allait bien au-delà de ça. C'est-à-dire comment est-ce que un sujet, un être parlant, peut se mettre, euh, non pas en conformité, mais peut prendre ses dispositions par rapport à la loi. Et pour nous, c'est la loi encore une fois, de l'Oedipe, c'est-à-dire de notre rapport au langage. Cette loi de notre rapport au langage, je vais un petit peu, j'anticipe sur les deux autres leçons, mais c'est pas, mon propos n'est pas du tout de les suivre forcément dans l'ordre. Ce rapport à la loi, donc, de l'être parlant, c'est celui qui va lui permettre, c'est notre condition à tous, c'est celui qui va lui permettre d'entendre et de lire dans le cours de ce que, comment dire, dans ce qui se présente à lui de représentation, consciente ou pas consciente. C'est ce qui va lui permettre, donc son rapport à la loi, je parle toujours du sujet, hein, c'est ce qui va lui permettre de faire la part, de lire ce qui se rapporte à une chaîne littérale qui n'est pas dans le champ des représentations, qui est donc dans l'inconscient, ce que nous nommons ainsi, et qui fait entendre évidemment quelque chose de tout à fait différent du champ des représentations. Et c'est là que Melman, à la fin de la leçon 9, va introduire la question du sujet, parce que c'est là, à ce moment-là, que quelque chose du sujet se fait entendre. Donc en fait, non pas le dernier mot, mais une des conséquences importantes de cet éclaircissement du rapport du sujet à la loi, c'est que justement, il, cela lui permet, en tant que sujet, d'accéder à quelque chose d'une tentative de se faire entendre, disons ça comme ça. Et puis, alors il y a un deuxième rêve absolument passionnant. Je vous en ai évoqué déjà deux, le premier et le troisième. Le deuxième est, est aussi très extraordinaire puisque c'est un rêve dans lequel le père est mort, mais il ne le sait pas. Il a été exhumé. Le père est mort, mais il a été exhumé. Je cite Melman qui cite Freud. Il a été exhumé et il a mauvaise mine. Il reste en vie depuis son exhumation et le rêveur fait tout son possible pour qu'il ne s'en aperçoive pas. Et d'ailleurs, Melman se pose la question de ce dont il s'agit. Qu'il ne s'aperçoive pas de quoi, mais je crois que la réponse est assez, enfin, s'entend assez bien, c'est-à-dire qu'il ne s'aperçoive pas qu'il est mort, en fait. Il est mort, mais il ne le sait pas. Et alors, Lacan a beaucoup parlé de ce père mort et qui ne le sait pas. Je, je ne vais pas m'attarder trop sur ce rêve, bien qu'il soit passionnant. Alors, je voudrais faire deux remarques ici. La première, c'est que il n'y a pas longtemps du tout, il y a une dizaine de jours, ce signifiant père, parce que ça reste un signifiant extrêmement important pour nous, nous avons eu l'occasion de l'interroger avec Jean-Pierre Lebrun, ici même, et quelques collègues. Il y avait Nathalie Eynick, qui n'est pas une collègue, mais qui venait du champ de la sociologie.
il y avait Mathilde Marais-Semper, et puis il y avait des collègues qui étaient là. Nous avons eu l'occasion de reprendre un peu cette question du père, non pas pour l'articuler complètement de manière nouvelle, mais au moins pour faire entendre combien elle est essentielle pour nous, cette, enfin, combien ce terme de père. Est-ce que je pourrais ne pas avoir l'image qui bouge devant moi parce que ça me distrait? Voilà. Comme ça, c'est vous qui euh, donc, nous avons eu l'occasion de vérifier, effectivement, une fois de plus, que si nous n'avons pas, euh, si ne nous donnons pas les moyens d'interroger ce signifiant père aujourd'hui pour nous, notamment dans ce qui nous permet d'articuler à, à la, à la jonction ou à la disjonction entre une chaîne littérale par laquelle nous recevons les productions de l'inconscient et le registre du sens dans lequel nous essayons de plus ou moins bien de nous débrouiller dans la réalité, si nous n'avons pas pour articuler ces registres complètement différents, si nous n'avons pas l'appui possible sur le signifiant père, et ce que Lacan en a fait, déjà Freud, vous voyez, distinguait que c'était un point crucial, Lacan est allé beaucoup plus loin, et d'ailleurs, enfin, donc si nous n'avions pas, je termine ma remarque, si nous n'avions pas ce signifiant, nous ne pourrions pas travailler comme analystes. C'est clair. Alors, ça c'était la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que Melman souligne dans cette leçon 7, il souligne très fortement que Freud serait resté complètement pris dans cette difficile question du père si, enfin plutôt, Freud est resté pris dans cette question du père, et que nous, si nous ne sommes pas complètement paumés sur cette question, c'est grâce à ce que Lacan apporte ici, essentiellement de la distinction entre le symbolique, l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire que, notamment en ce qui concerne la question du père mort, vous savez, la question, Melman le souligne, qu'on a pu évoquer de manière très courante dans les années 70, 80. Il faut tuer le père. On répétait ça, il faut tuer le père, etc. Et Melman, je l'ai entendu plusieurs fois souligner le côté un peu bébête de cette formule, mais néanmoins, cette formule faisait peut-être un peu entendre que le père auquel nous nous référons, c'est le père mort. Mais ça ne veut pas dire que c'est le bonhomme qu'on a zigouillé. Ça veut dire que c'est le père qui est devenu complètement symbolique. En ce sens, il n'est plus réel, il n'est plus imaginaire, il est purement signifiant. C'est-à-dire, c'est un signifiant et ce n'est qu'un signifiant. Et Melman donc souligne dans cette leçon 7 toute tout l'apport que représentait pour nous la manière dont Lacan fait cette distinction entre l'imaginaire, le réel et le symbolique, notamment en ce qui concerne le père. Alors, je vous demande pardon, je vais juste me prendre un petit peu d'eau. Alors, je ne voudrais pas être trop long pour que mes deux collègues puissent discuter et intervenir sur ce que j'aurais pu dire, et ainsi que la salle en présence ou virtuelle. Mais je vais vous proposer quelques autres remarques sur les deux autres leçons. La deuxième leçon, elle concerne justement cette distinction entre le registre du sens et le registre de la lettre. Et ça, c'est une question à laquelle Melman tenait beaucoup, sur laquelle il est très souvent revenu et sur laquelle il a varié. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'il disait en 2001. Il est revenu plusieurs fois sur ces questions. Et ça a alimenté chez lui
une réflexion particulièrement riche et particulièrement féconde, je dirais. Alors, il rappelle ici quelque chose que, grâce à Lacan, nous avons tout à fait présent à la conscience, mais déjà chez Freud, c'est présent, bien sûr. Le psychanalyste, c'est pas quelqu'un qui se déplace dans la dimension du sens, hein. Il ne donne pas du sens à à ses patients. Même si, alors, dans la dernière leçon que commentait notre collègue Omar, je ne sais plus si tu y avais fait allusion ou pas, mais peu importe, il y a un moment où Melman dit il y avait chez Freud un aspect psychothérapeute, dans la mesure où il ne craignait pas de dire à ses patients que la guérison, eh bien, ça consistait à intégrer, euh, de façon pas trop malheureuse, les avenues du sens de la société, les grandes avenues du sens, hein, c'est-à-dire principalement le travail et puis comment dire, l'amour, enfin la relation à l'autre sexe, disons. Quand on avait réussi ça, eh bien, mon Dieu, on s'en était pas trop mal sorti. Lacan, alors Melman dit carrément que c'était le côté de Freud psychothérapeutique, que Lacan n'était pas du tout dans cette dimension-là, que lui, il privilégiait absolument pas cette dimension du sens. Alors, il y a un point que je trouve très intéressant, c'est que Melman dit que le psychanalyste, il dit pas qu'il lit ou qu'il exerce une lecture. Il dit, là je trouve ça intéressant de reprendre le propre terme qu'il emploie, il dit le psychanalyste est introduit à une lecture. Il est introduit à une lecture. Alors évidemment, quand on lit ça, on, on se pose tout de suite la question. S'il est introduit à une lecture, le psychanalyste, c'est que cette lecture est donc déjà, en quelque sorte, entamée, hein. Pour qu'il y soit introduit, il faut qu'elle soit déjà là, d'une manière ou d'une autre. Elle existe déjà. Et on va se demander, du coup, euh, si le fait qu'elle existe déjà ne nous laisse pas penser qu'il y a déjà du sujet, et déjà du sujet un peu divisé, pour que cette lecture, la dimension de cette lecture, soit présente. Et effectivement, Melman va dire l'adresse, le fait de s'adresser à un autre, auquel, disons, on suppose un savoir, ça il ne le dit pas comme ça, mais je l'ajoute, le fait de s'adresser à un autre dans une dimension transférentielle, eh bien, suppose effectivement déjà, une lecture, une puissance, sinon même à l'œuvre, enfin, en acte. Donc, c'est intéressant de voir que l'analyste, il ne lit pas comme ça, il ne délivre pas l'interprétation comme ça de lui-même. L'acte psychanalytique, puisque ça nous intéresse cette année, l'acte psychanalytique est un acte évidemment complexe, qui est celui de l'analyste, bien entendu, la lecture, mais qui ne peut que s'enter, en quelque sorte, s'articuler à ce qui est déjà dans la posture de l'analysant une dimension d'adresse qui suppose la lecture en quelque sorte déjà, déjà à l'œuvre. Alors, dans... Ah oui, là, il y a quelque chose d'important. Dans cette leçon 8, donc, où le signifiant, comment elle a été intitulée ici? Ah oui, c'est cette leçon qui commence avec un exemple, un, un petit fragment comme ça signifiant un jour de neige. Je suis, c'est une patiente de Melman qui lui a dit de toute façon mon histoire commence un jour de neige. Et il va, alors ça c'est dans la dimension du sens, hein, mon histoire commence un jour de neige et comme le souligne Melman, c'est un sens, il y a là un sens qui n'était pas favorable. Je suis né un jour de neige et bon, ensuite la suite n'a pas été beaucoup plus brillante que le début.
Ça, c'est la dimension du sens. Mais Melman va faire entendre plusieurs choses importantes ici. C'est que derrière cette dimension du sens, il y a la dimension littérale qui s'entend de beaucoup de façons à propos de cette neige. Hein, Il fait, il indique toutes les résonances, toutes les lectures possibles de ce signifiant, et il dit qu'il y a deux lectures possibles. Une lecture sur le versant du sens, une lecture sur le versant littéral. C'est capital, ça, dans ce que Melman souhaite faire passer dans son introduction à la psychanalyse. Vraiment, c'est un des leitmotifs de son livre, rendre le lecteur, lui donner accès à cette dimension littérale. C'est ça la psychanalyse, c'est que tu puisses accéder à cette dimension littérale. Alors là, euh, il va, il va s'attarder dans la leçon à réhabiliter la thèse, même s'il ne le réhabilite pas du point de vue linguistique, de ce linguiste, vous savez, qui s'appelait Abel et qui avait écrit un ouvrage sur le sens opposé des mots primitifs. Alors, Melman convient tout à fait, comme les linguistes modernes, comme Benveniste, etc., que la thèse de Abel ne tient pas la route sur le plan ni linguistique, ni historique, etc. Il n'y a pas de sens, enfin, c'est quelque chose qui n'est plus du tout admis par les linguistes. En revanche, ce que Melman fait entendre, c'est que vous ne pouvez pas parler, c'est-à-dire articuler quelque chose dans le langage. Vous ne pouvez pas manier des signifiants sans être obligé de faire jouer des, comment dire, de faire jouer la dimension des sens opposés. Parce que dès lors que vous allez faire entendre un signifiant dans un sens, vous allez immanquablement provoquer la, l'érection, en quelque sorte, du sens opposé. Et Melman évoque à ce propos la clinique du névrosé obsessionnel, chez qui effectivement c'est quelque chose de tout à fait courant. C'est quelqu'un qui va être particulièrement sensible à cette dimension de contraire qu'il peut y avoir dans tous les signifiants, c'est-à-dire que si je dis quelque chose comme propre, eh bien, je vais tout de suite être très embarrassé par le souci de devoir expurger mon propos de tout ce qui viendrait là faire sale. Et sale est immédiatement appelé par propre. Alors, Melman va se livrer à un exercice à partir de l'arabe qu'il ne connaît pas, mais il le confesse tout à fait, pas plus que moi d'ailleurs. Et puis l'hébreu qu'il ne connaît pas beaucoup plus non plus, exactement comme moi, mais il va prendre des exemples, je crois, assez sérieux, en montrant que à partir de séquences littérales, en arabe comme en hébreu, eh bien, on va obtenir un certain nombre de sens. Il se livre à l'exercice en partant de Aleph et Bet. Et ça donne Ab, terre, dit-il. Et puis ça donne Eb, verdure ou plaie. Puis il va continuer la déclinaison de tout ce qui vient s'articuler autour de cette racine. Et il va montrer d'une façon assez, comment dire, convaincante, que quand on part de Ab, de ces deux lettres, enfin de cette racine-là, on va tourner autour de quelque chose qui est très proche de ce que la poésie de Victor Hugo essayait d'attraper dans Beaux endormis. C'est-à-dire qu'on va tourner autour de ce qui produit les métaphores. Autrement dit, on va tourner autour de la référence phallique, autour de ce qui est le support de toute activité de métaphore, le point pivotant, c'est-à-dire cette référence phallique qui est, dit Melman, je trouve ça très intéressant qu'il l'évoque comme ça, parce que ça donne l'occasion d'une remarque
je crois, qui a son intérêt. Il dit l'instance phallique, c'est-à-dire cette instance innominée qu'on ne nomme pas et dont Lacan dit qu'elle devrait le rester, dit Melman. Melman dit, Lacan, il trouvait que cette instance phallique, ce phallus dont nous parlons, eh bien, ça devrait rester une instance innominée. Je crois qu'il y a là l'occasion d'une réflexion intéressante pour nous, les analystes, parce que c'est vrai que dans notre discipline, nous avons l'habitude, c'est normal que nous évoquions nos outils de travail, hein, comme les physiciens ont leurs outils de travail, nous avons les nôtres aussi. Le phallus, c'est un de ces outils de travail, c'est vrai. Mais n'empêche que quand même, il y a quelque chose d'un petit peu troublant. Parfois, quand on, quand on entend hein, le discours analytique, le discours des analystes, parler comme ça du phallus d'une manière aussi directe et aussi, en quelque sorte, dévoilée, hein, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'assez surprenant qui, qui fait saisir pourquoi Lacan a pu dire que c'était une instance innominée et qui devrait le rester. C'est-à-dire que là, effectivement, le, la, la dimension de la pudeur est une question pour la psychanalyse. C'est-à-dire comment faire référence au phallus et à l'instance phallique sans être pour autant dans une espèce non pas d'impudicité, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais dans un dévoilement qui va trop vite, dans un dévoilement qui ne prend pas en compte une certaine complexité. Et là, je pense que c'est l'occasion de rappeler quand même que la psychanalyse, justement peut-être, parce qu'elle a affaire à cette instance phallique, elle a affaire au phallus, c'est vrai, mais parce qu'elle a affaire à ça, elle a la dimension, la psychanalyse, d'une initiation. C'est une initiation, la psychanalyse. C'est pas un savoir, comme ça, c'est pas quelque chose, boum, qu'on vous balance sur la figure. Tiens, prends ça parce que c'est comme ça, et puis voilà ce que tu vas apprendre si tu fais une analyse. Non, c'est une initiation à chaque pas. Et en soi-même, c'est une initiation, justement parce qu'elle vient mettre au centre à la fois du questionnement du sujet et de l'intérêt scientifique, les deux ne sont pas contradictoires, elle vient mettre justement cette question de la puissance par laquelle la métaphore peut advenir, c'est-à-dire la puissance de l'instance phallique. Et on pourrait dire aussi, d'ailleurs, la puissance de l'instance paternelle dont j'ai parlé auparavant. Donc, c'est une difficulté, ça, je crois, ce que j'évoque là, parce que nous, à notre époque et dans notre temps tout à fait contemporain, eh bien, nous avons affaire à un contexte où cette dimension de l'initiation, elle est complètement exclue. On ne connaît plus, je crois. Ou alors, si vous en connaissez un aspect, dites-le moi, mais je crois que nous ne connaissons plus aujourd'hui ce que signifie l'initiation. Il n'y a plus d'initiation. Il y a, en revanche, il y a, et d'ailleurs Lacan le fait remarquer hein, déjà à son époque, ce ce qui prévaut s'il n'y a plus d'initiation, bah, c'est le trauma. C'est-à-dire, vous n'êtes plus initié au réel par en quelque sorte, les médiations et le voile de l'instance phallique, notamment. Mais vous y êtes introduit directement dans une dimension qui va privilégier le trauma. Il n'y a pas d'autre médiation possible. C'est-à-dire que ce qui sera plus difficile à notre époque, c'est que cette introduction au réel dont il s'agit, je parle du réel tout court, hein, même pas le réel sexuel comme tel, mais le réel tout court. Ce réel, il ne va pas pouvoir être mis en place à partir du jeu du signifiant. Le jeu du signifiant
conçoit comme je, J-E-U, ou J-E comme vous voulez, ne peut se concevoir comme je qu'à partir de de, de- de la, de la puissance métaphorique du signifiant phallique. Quand il est remplacé par le trauma, bah, euh, évidemment, ça pose des difficultés qui, je crois, sont très contemporaines. Alors, le temps passe plus vite que je ne l'aurais cru, mais c'est normal, c'est la loi de ce genre d'exercice. Euh, Dans la dernière leçon, je fais juste quelques remarques et puis je vais m'arrêter là. Dans la dernière leçon, euh, Melman va vraiment fortement appuyer la distinction entre le monde des représentations, c'est-à-dire le monde de la réalité dans lequel nous circulons habituellement, et ce qu'il reprend de Freud comme l'autre scène, c'est-à-dire la scène de l'inconscient, dont il va souligner, c'est le point important, que elle est organisée, cette autre scène, par une chaîne littérale. Et c'est ça qui la rend inassimilable à la représentation. Et nous avions déjà vu au cours des premières leçons, notamment les toutes premières que je crois, commenté Thierry, avec le lapsus, nous avions vu comment Melman souligne que le lapsus, c'est une lettre qui vient s'inviter alors qu'elle ne l'est pas invitée du tout dans le champ des représentations, et que c'est généralement une lettre à caractère sexuel. Voilà, donc la question du sujet, je ne veux pas passer trop vite dessus, donc juste une remarque. Melman, à la fin de la leçon 9, va souligner que la question du sujet n'a pas été toujours d'actualité. Et d'ailleurs, c'est une, c'est une question très intéressante parce que le sujet, au sens où nous l'entendons, nous, à la lumière de la psychanalyse, nous, j'aurais envie de dire occidentaux, euh, d'autres cultures ou civilisations ne l'entendent pas forcément comme nous. Je pense que en Chine, par exemple, je ne sais pas si on entend la question du sujet comme nous l'entendons, du fait que nous sommes passés par cette extrême tension dans la mise en question du sens qui a été la naissance de la science moderne. En tout cas, Melman rappelle que la naissance du sujet, c'est la naissance de la science moderne, c'est le moment avec Descartes où le monde des représentations est radicalement mis en cause, c'est-à-dire vacille complètement. Et la seule chose qui va du coup subsister de ce vacillement, c'est la forclusion du jeu. Le jeu est rejeté. Le jeu est dans une certitude, mais il ne peut conquérir cette certitude que s'il est exclu du champ des représentations. Et c'est effectivement la naissance du sujet moderne et du sujet de la psychanalyse. Bon, j'ai bien conscience que je suis allé un peu vite. Enfin, non, je ne suis pas allé vite, mais j'ai dû laisser en cours de route un certain nombre de points. Écoutez, c'est pas grave, il y a toujours du reste. Euh, Tant mieux d'ailleurs, ça vous donnera l'occasion de travailler éventuellement vous-même ou peut-être à mes collègues de l'évoquer s'ils pensent que c'est souhaitable. Voilà, je m'arrête là. Thierry ou Omar, enfin, Omar, oui. ouais. Bon, bon, merci Stéphane. Je pense que tu as mis en exergue un certain nombre de points. Et tu en as laissé d'autres, évidemment, faute de temps. Je reprendrai ton insistance du début sur le style de Melman, euh, que tu as décrit comme comment être un disciple non idiot. Et c'est vrai que dans ce séminaire, comme dans les autres, ce que Melman essaye de faire, et je crois que ça pourrait être le- presque un intitulé de tous les travaux de Melman, finalement.
c'est une sorte d'examen pratique des thèses lacaniennes. C'est-à-dire que parfois Melman disait de lui-même qu'il n'était pas un théoricien, mais davantage un clinicien, ce qui était preuve d'humilité presque excessive, parce qu'il a fait un certain nombre de théorisations qui sont loin d'être négligeables, mais il avait ce souci pratique. Il est beaucoup question des rêves, hein, qu'on a relaté l'un ou l'autre, mais je dirais que dans les trois leçons, il est question des rêves. Tu as passé très vite sur la dernière, où là aussi, il insiste sur l'autre scène, il insiste sur le sujet, et à chaque fois, on a l'impression qu'il parle du rêve, de ce qui est à l'origine du rêve. Il y a pas longtemps, dans, dans une lecture que je faisais pour un travail en cours, je relisais un séminaire de Malman qui, justement, s'appelle Travaux pratiques de clinique psychanalytique. Alors, c'est le titre de RS. Malman avait donné un titre plus basique qui était, je crois, Question de clinique psychanalytique. Et c'est pas RS, c'est Claire Brunet, comme beaucoup le savent. Claire Brunet a donné ce titre à ce séminaire, Travaux pratiques de clinique psychanalytique. C'est un séminaire qui, je trouve, complète beaucoup celui-là. Il est un peu antérieur au niveau chronologique, mais on pourrait presque dire qu'après avoir réintroduit ou relu l'introduction à la psychanalyse de Freud, avec ce séminaire-là, par exemple, de questions de travaux pratiques de la psychanalyse lacanienne, on pourrait dire, Melman reprend ces choses-là. Ça pourrait être le séminaire qui pourrait être peut-être mis à l'étude l'année prochaine, par exemple, après celui-là. Moi, je n'y serai pas, puisque, comme certains savent, j'ai démissionné de la vice-présidence et du bureau, donc je ne participerai plus à ce séminaire l'année prochaine. Mais je fais la suggestion à Stéphane que peut-être ce séminaire sur les travaux pratiques pourrait tout à fait judicieusement, prendre la suite, d'autant qu'il y parle des rêves et d'une manière un peu différente de ce qu'il fait là. C'est-à-dire qu'il montre comment est-ce qu'on peut conclure une analyse de rêve, ce qu'il ne fait pas tout à fait dans ce séminaire-là, même si c'est un peu en filigrane une fois ou l'autre, et à travers justement l'analyse des failles, du manque qui a donné naissance au rêve. Bon, donc voilà, suggestion pour ceux qui s'en chargeront peut-être l'année prochaine. Et ça reprend, et je ne vais pas être long pour laisser la parole à Omar et à la salle, ça reprend la question que tu as relatée, Stéphane, du père et de la loi, mais aussi la transmission du père au fils. Hein. Tu as noté que Freud avait dans sa biographie un père un peu défaillant. Bon, je ne sais pas qui c'est qui n'en a pas eu un. Et celui qui a eu un père peu défaillant, trop parfait, on sait bien que c'est pas toujours mieux. Et c'est probablement là, même si c'est toujours important de faire référence à la biographie, qu'il faut se méfier, je dirais, d'une analyse trop biographique, parce qu'il n'y a pas d'analyse biographique, de cause biographique des pathologies. Sinon, on pourrait prévoir à l'avance les types de structures et de pathologies qu'on trouvera. Et c'est souvent des éléments anecdotiques de la biographie qui s'avèrent tout d'un coup être signifiants, pourrait-on dire, ou être en tout cas le creuset des névroses et des symptômes. Et ce type de symptômes, on le retrouve. On parlait des pères et des fils, mais tu faisais allusion, Stéphane, à ces journées, comme je suis un petit peu plus jeune que toi, moi, je n'étais pas encore à ces journées sur les disciples, là, mais je l'ai lu dans le schéma psychanalytique. Et le texte de Melman s'appelait d'ailleurs, si je me souviens bien, Le psychanalyste est un maître qui n'a pas de disciple. Ce qui est, ce qui est un drôle de titre, puisque lui-même se réclamait disciple de Lacan, mais peut-être disciple ou idiot, comme tu disais. Mais de même que des pères parfois peuvent regarder leurs enfants en disant voilà, mais qu'est-ce que j'ai foutu pour qu'ils fassent ça, hein, à quel père c'est pas de temps en temps arrivé. Euh, Quand on écoute parfois Melman parler de l'histoire du milieu analytique, on peut dire que ce que Melman aurait pu dire, je ne le cite pas parce que je ne crois pas du tout qu'il ait jamais dit ça, mais je ne crois pas avoir, enfin, je ne crois pas trahir ses pensées en disant quelque chose comme ça, parce que quand on écoute Melman, et on a il n'y a pas longtemps, le bureau a remis sur le site les maladies professionnelles du psychanalyste, c'était des conférences que Melman avait prononcées
il y a une dizaine d'années quasiment, que j'avais proposé qu'on mette pour le dossier de préparation au séminaire d'hiver. Et vraiment, quand on dit bêtement comment s'est passé autour de Freud et autour de Lacan, on pourrait dire que la, la question qu'on pourrait se poser, ou qu'il aurait pu se poser, ou qu'il s'est peut-être posé, c'est qu'est-ce qu'un maître a bien pu faire pour avoir des disciples pareils? Parce que quand on voit le sérieux et la force avec laquelle Lacan la rigueur avec laquelle il a essayé de mettre de mettre euh, en place un certain nombre de choses et la cacophonie qui a suivi, je dirais même pas qu'elle a suivi sa mort, qui a commencé avant sa mort, hein, au moins avec sa maladie, pour ne pas dire plus tôt, mais relisez ses maladies professionnelles, même on ne parle que de ça et prévoit d'ailleurs ce qui se passera après lui. Bon, donc ce sont des questions père, fils, mais je ne dis pas tout, c'est ce que tu as fait, Stéphane, en se méfiant de la biographie, au sens, mais tu l'as redit à un moment, où c'est plutôt le nom du père ou la fonction paternelle qui nous importe que le père réel. La question étant de savoir comment est-ce que le nom du père peut être effectif, soit avec un père de famille défaillant, soit avec simplement une récusation sociale de cette fonction-là, comme on le voit beaucoup aujourd'hui. Et j'ai été sensible à ce que tu as dit à la fin sur père ou trauma, hein, pour un tout petit peu simplifier, mais je crois que tu l'as dit un peu comme ça. C'est-à-dire, si le réel n'est plus sexualisé par la fonction paternelle, par le nom du père, alors est-ce que ce n'est plus que sur le mode du trauma, d'une forme éventuelle de paranoïa, de position victimaire, de revendication, ou alors simplement de mise en avant de ce serait un simple handicap? Parce qu'aujourd'hui, la psychopathologie, elle est très simple. Les gens sont soit des traumatisés, soit des handicapés. Ils ont soit un trouble neurodéveloppemental, soit ils ont été victimes d'abus, mais il ne s'agit plus de psychopathologie au sens analytique et au sens clinique du terme. Il ne s'agit pas de savoir, nous on va très loin, le signifiant, la lettre, tout ça, mais enfin, là, on est arrivé à un certain degré, je ne sais pas s'il faut dire zéro, mais en tout cas d'une simplification et surtout d'une déresponsabilisation des patients. C'est-à-dire, on a accusé, les psychanalystes d'accuser les parents, hein. On a beaucoup reproché à Mennement de parler des mères d'autistes, par exemple, etc. Et d'accuser, avec le DIP, on accuse toujours la mère, évidemment, ou alors le père. Le père, il n'est pas assez présent, la mère, elle est omniprésente, et forcément, l'enfant devient névrosé. Bon, mais on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que on est dans une clinique du détail toujours. Et je crois que Stéphane, avec ses leçons de mêlement, a pu amener le jour de neige, par exemple. C'est pas le fait qu'il neigeait que c'était triste, parce qu'on a le droit d'aimer la neige. Elle aurait pu adorer les sports d'hiver, cette femme. Enfin, je veux dire, il aurait pu se passer plein de choses avec la neige. Non, c'était neige, N apostrophe AIGE. Qu'est-ce que je n'ai pas, ou qu'est-ce que mes parents n'ont pas eu et qui a fait qu'ils se sont retrouvés? Bon, enfin, voilà un certain nombre de questions, mais je vais laisser la parole, soit à Stéphane, si tu veux dire un mot, soit Omar. Du coup. Non, écoute, je pense, Omar, ce serait bien que tu parles, et puis il y a peut-être des questions parmi vous dans la salle virtuelle, oui. Bah, écoute, je dirais dans le même désordre, parce que tu as fait le choix aussi de t'appuyer sur la chronologie des leçons, mais de ne pas rester figé justement à cette Non. chronologie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec les patients, hein, de ne pas rester soit à la chronologie de la durée de la séance, soit à la chronologie anecdotique d'un récit d'un patient, mais plutôt de venir comme ça attraper ce qui te fait toi raisonner, trouver, faire sens ou au contraire, parce que ça interpelle, parce que voilà. Euh, et donc, parmi ces éléments que tu nous as, ces morceaux choisis que tu nous as proposés, comme Thierry, je ne peux pas passer comme ça rapidement sur le style de mêlement. Et sur cette lecture que tu proposes, effectivement, de séjourner voilà, sur les disciples, et qui est une question qui reste ouverte pour nous tous. Voilà,
de qui on se fait disciple et quel type de disciple nous nous apprêtons à être, hein, c'est-à-dire être dans la répétition confortable ou, comme tu le disais, à chercher à faire valoir une petite différence qui montrerait que j'existe. Voilà, Et, euh, et je trouvais aussi que dans le style de Melman, il y avait quelque chose de différent, comme tu l'as mis un peu en perspective, hein, Freud, Lacan et puis Melman, qu'effectivement, il n'était pas particulièrement optimiste, hein, Melman, mais qu'il venait pointer. Et je pense qu'il nous a proposé ces quelques leçons. euh, voilà, un travail qu'il fait d'ailleurs dans d'autres séminaires. Je pense notamment au séminaire sur la névrose obsessionnelle, où il fait ce travail ligne par ligne, comme tu l'as dit. Euh, Quelquefois, nous-mêmes, on se sent affranchis, on pense qu'on n'a pas à faire ce travail-là, qu'on a déjà lu, qu'on a déjà compris, et on a Melman qui revient et qui nous propose un texte, qui nous propose de nous arrêter sur un mot, de le déplier. Et, et donc, il y a quelque chose là par rapport, je dirais aussi à l'histoire de la psychanalyse, à ce souci qu'a eu Freud de se faire comprendre, de se faire accepter aussi d'un milieu, souci que Lacan n'a pas eu. Et donc, c'est Thierry qui le disait à l'instant, hein, cette définition que faisait de lui-même Melman comme un clinicien. C'est-à-dire que quand on entendait parler Melman, il y avait toujours cette accroche clinique. Même quand il parlait de topologie, ce qui était plutôt rare, mais il y avait toujours cette accroche clinique. On sortait d'une conférence ou d'une intervention de Melman en se disant, tiens, il y a quelque chose là qui peut me servir. J'ai appris quelque chose. On se sentait moins idiot, en général, en sortant de ces interventions. Mais donc, ça, ce premier point qui me paraissait intéressant à garder en tête, parce que ça va poursuivre surtout le séminaire, la question du style de Melman. Ce, ce style qui pareil, est très lacanien dans son rappel. Et c'est là le deuxième point que j'aimerais mettre en valeur de ce que tu as dit. La question du père, évidemment. Comment, avec quelques éléments, parce souvent il ramenait quand même des éléments biographiques, notamment quand il parlait de Freud, ou de Lacan d'ailleurs. Il avait ce souci d'amener un contexte, c'est pas seulement biographique, mais un contexte, savoir quel était le séminaire à ce moment-là, à qui il s'adressait, hein, ça, c'est intéressant à savoir. Mais donc la question du père chez Freud, on suit Freud, et puis arrive Melman qui nous dit père réel, père symbolique, père imaginaire. Et alors qu'on pensait le savoir, on a là une espèce de lumière diffractée qui donne une lecture beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, qui nous permet de voir. Par exemple, quand tu as rappelé la transgression de ce père, voilà, qui se permet de fumer le cigare alors que c'est Shabbat, et le fils qui dit, puisqu'il s'autorise, moi aussi, je peux m'autoriser à transgresser, on ne peut pas ne pas entendre ce que Freud a formulé, mais là où il est resté, justement, et que Melman le souligne notamment dans la névrose obsessionnelle, les 2 années de séminaire sur la névrose obsessionnelle de Melman, c'est-à-dire que Freud euh, a eu un type de lecture de l'Omora qui, pour nous, est très clinique. Pourquoi ce fils se compare à ce père, par exemple? Pourquoi il dirait je fais comme? Pourquoi s'autoriser? Et il me semble, dans ces leçons, euh, si c'est bien dans ces leçons, tu l'as pas dit, mais il y avait euh, ce néologisme, ce lapsus de père et frère.
Non, en fait, c'est une erreur c'est prater, Voilà, pater. voilà. C'est pas, Prater, avec ce R qui apparaît là au milieu, donc qui fait apparaître le frère dans le père. Mais c'est ce que nous dit Melman dans la névrose obsessionnelle. C'est-à-dire cette illusion de l'obsessionnel de croire que le père n'a pas une altérité suffisante. C'est juste quelqu'un qui est en train de chauffer le lit et qu'après lui, après ce grand frère, ce sera son tour. Il le dit comme ça. Euh, il y a des leçons dans la névrose obsessionnelle qui sont parfois difficiles à lire, tellement Melman nous confronte à quelque chose de cet ordre-là. Mais donc là, il y a quelque chose justement qui me paraissait intéressant à entendre. Pourquoi, pour Freud, ce fils s'autorise à se comparer au père? Et là, c'est quelque chose de très clinique que nous amène Melman, puisqu'on le retrouve dans la clinique. Hein. Beaucoup d'enfants, voilà, quand on reçoit des enfants, qui nous le disent avec une transparence. Pourquoi c'est mon père qui a toujours le blanc du poulet? Et, et amener, voilà, cette question-là qui nous ouvre déjà, en toute transparence, la question de l'enfant qui va au-delà, n'est-ce pas? Et donc, l'autre point que tu as évoqué, la question de tu es le père. Euh, tu es le père, qu'effectivement, on a quelquefois tendance, pas seulement dans les années 70, mais on l'entend, hein, de temps en temps, ça revient, hein, comme un mantra. Les psychanalystes ont dit qu'il fallait tuer le père. Il y a des patients, quelquefois, qui viennent un peu inquiets en disant, mais je n'ose pas engager une psychanalyse parce que j'ai entendu ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire tuer le père? Euh, D'ailleurs, dans ce séminaire que je citais de Charles Melman, il parle de l'obsessionnel pour qui il s'agit de tuer le père mort, voilà, qui est encore un autre problème. Mais tuer le père, je pense que grâce à cette articulation de R-S-I, avec père réel, père symbolique et père imaginaire, Melman nous permet de penser que justement, tuer le père, c'est une façon de s'autoriser à aller au-delà, à jouir. On le retrouve aussi dans la clinique de l'immigration, par exemple. C'est très intéressant, ou de la précarité, avec l'ascenseur social, des patients qui disent, qui retrouvent, grâce à l'analyse, qu'il y a un plafond de verre, qu'ils ne peuvent pas s'autoriser à gagner plus, parce que ça pourrait humilier leur père, leurs ancêtres, parce qu'ils étaient pauvres, parce ils étaient immigrés, etc. Et puis l'autre chose, parce que je ne vais pas être long non plus, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est peut-être intéressant d'échanger avec la salle, c'est la question de cette littéralité. Hein. Neige, et comme tu le rappelais aussi, il y a quelque chose d'innommable pour le phallus. Et j'ai été très sensible parce que c'est un très joli mot, l'initiation, hein, que nous n'avons plus. Initiation que tous les métiers ont connue, qui nous met aussi en lien avec la question de l'autorité. Parce que pour se faire initier, euh, il a toujours fallu faire confiance, se soumettre justement à un maître qui, qui opérait là une forme de transmission et donc de médiation. Et si on enlève cette médiation, voilà, je trouve que c'était très juste dans ta lecture, il y a la question du trauma qui reste dans cette nudité du réel. Et donc le seul abord apparaît comme un choc, comme un trauma qui sert aujourd'hui d'autorisation, hein, d'une espèce de... quand Thierry en parlait à l'instant, le mot qui me venait, c'était une espèce de errance jouissive, voilà, dans laquelle chacun va exister en s'appuyant sur un trauma, hein, qui va vectoriser et orienter quelquefois toute une démarche professionnelle ou de couple, ou de famille, autour d'un trauma, parce que justement, tout ce qui viendrait faire médiation, euh, père, voile, n'a plus bonne presse. Et du coup, quelquefois, le psychanalyste se trouve un peu
a fait une sorte de didascalie pour que cette place puisse être prise en compte. Je ne dis même pas acceptée, simplement prise en compte, la place de quelque chose qui ferait peur. Mais bon, je vais m'arrêter là, j'aurai d'autres idées à partager, mais si tu as toi envie de réagir ou Je la crois que salle. ce serait pas mal que nous donnions la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir ou poser une question? Et également dans la salle virtuelle. Moi, je veux bien, dans la salle virtuelle. Bernard? Bernard. Oui, bien écoute, merci Stéphane. Alors, il y a deux points sur lesquels je pensais intervenir. C'est l'histoire de disciple-élève. Disciple, bon, sûrement pas. Et là, je Non, mais tu pense peux aller que, pas. en tant que la psychanalyse est un symptôme d'une époque, et que c'est que Vous notre parlez époque. plus fort, Bernard, on entend très mal là dans la salle. Si tu peux Ah, on parler plus entend fort. mal? Oui. Est-ce que vous entendez mieux comme ça? Oui, là c'est mieux. Oui. Bon, je disais que deux choses, disciple-élève. Je ne pense pas que disciple soit une bonne chose, mais je voulais dire que la psychanalyse étant un symptôme d'une époque, elle est arrivée à un certain moment et elle change l'époque. Peut-être que plutôt que de se poser la question de savoir est-ce que je vais être dans le répéter le maître ou bien est-ce que je vais essayer de chercher la petite différence, d'essayer plutôt de voir à quelle nouvelle configuration dans la société et de la symptomatologie qui en résulte, j'ai affaire, quoi, tout en me servant bien sûr des outils du maître. Alors, il y a autre chose à propos de l'initiation. Lacan a toujours dit que ce n'était pas une initiation. J'ai bien compris l'idée que tu développais, Stéphane, c'est qu'il y avait une progression nécessaire, une forme de pudeur dans l'abord des choses. Mais Mm. l'initiation, c'est fait pour révéler le mystère à la fin, dévoiler le gros phallus qui est là. Et là, si on en restait sur cette idée-là, que la psychanalyse est une initiation sur le mode antique, elle serait pour révéler le dernier fétiche. Et ce serait un peu dommage, quoi. Hein, voilà. Donc, il y a effectivement quelque chose de l'initiation dans la progression éviter la psychanalyse sauvage, et là, je le comprends très bien. Mais peut-être Mm. que le mot est peut-être à revoir quand même. J'en fais pas un absolu, hein. Je disais juste qu'il y avait cette dimension. Et je crois qu'elle existe quand même, mais pas au sens où l'entendaient les anciens, hein. Tu as raison de le rappeler. Oui, c'est pas une initiation au phallus, mais ça, il y a une dimension, je crois, d'expérience, disons, qui n'est pas, dont on peut pas faire l'économie. C'est ça, en fait, que. Oui, mais là, il y a encore un autre problème, c'est que initié, ça veut dire que j'ai affaire à un maître qui sait. Et c'est pour ça que la métaphore, elle est difficile à soutenir quand même. Hein. Le psychanalyste n'est pas quelqu'un qui se présente comme sachant des choses qu'il va révéler petit à petit au fur et à mesure que son analysant va grandir euh, et qu'il va. Non, je suis d'accord. Tout tout à fait d'accord. Mais D'accord. n'empêche que c'est comme ça que les choses souvent s'enclenchent. Même si ça va être démenti, ça n'aura pas été comme ça. Mais tu vois, euh, il n'y a pas, comment dire, euh, il y a pas d'autres disciplines, je crois, qui mettent en jeu cette dimension illusoire, c'est vrai, d'initiation, mais qui existe quand même. Enfin bon, je tiens pas absolument au terme, hein. Moi, je pense que l'initiation existe dans l'espoir de l'analysant en début de cure, en tout cas. Voilà, Oui. Dans les bons cas, il change d'avis. Mais juste par rapport à ce que tu as dit, Bernard, je trouve ça très juste sur les disciples. C'est exactement ce que Melman a fait avec Lacan, ce que tu as dit, Bernard. Sur la nouvelle économie psychique, c'est vraiment, ça a été se servir des concepts de Lacan, de la théorie de Lacan, des avancées de Lacan, pour les mettre oui, oui. en regard des évolutions que Son Lacan avait époque. déjà un peu anticipées, mais qui se sont extrêmement développées depuis. C'est exactement ce que Melman a fait, mais tout le monde n'a pas plutôt les qualités qu'il avait. Oui, Thierry, Un micro. il faudrait un micro, oui. Thierry Sachard.
Moi, c'est une remarque très anecdotique par rapport à votre propos, hein, très intéressant. C'est sur ce que disait en fait Melman de Freud en disant qu'il est optimiste. Il est optimiste, mais il n'était pas naïf, Freud, hein. Il avait quand même, il mesurait l'exigence qu'avait son auditoire sur les preuves, l'irréfutabilité des preuves que devait amener la psychanalyse. On cherchait plus de preuves, on cherchait la preuve irréfutable plus dans la psychanalyse que dans d'autres disciplines dites scientifiques. Donc voilà, c'était une remarque. Merci pour votre remarque. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le micro. On vous entend pas sur le micro, madame, sur Zoom. Non, moi j'aimais bien justement cette critique portée sur le terme d'initiation et moi je voulais juste poser peut-être le côté dialectique justement. Il y a initiation et initié et qui initie là-dedans et peut-être que justement avec cette nouvelle économie psychique, le patient, enfin l'analysant est peut-être celui qui initie en fait finalement quelque chose et qui initie peut-être le psychanalyste aussi en fait et que là-dedans c'est dialectique, ça se joue dans cette mouvance. Tout à fait, d'autant plus que, effectivement, Melman dit le psychanalyste est introduit à une lecture. Oui, c'est ça. C'est pour ça, vous l'avez mis que dans un sens, et moi, je remettais dans l'autre sens aussi. C'est aussi l'introduction. On est aussi introduit à quelque chose du discours, justement, que l'autre, enfin, donc là-dedans, et peut-être, ça se joue peut-être à trois, entre celui qui initie, l'analyste, et puis le maître, enfin, et en position de disciple, mais il y a quelque chose qui circule, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Et je pense que oui, initier, c'est plus proche peut-être de ce que je voulais dire. Parce que initier fait entendre les deux choses, le point de départ et l'initiation. Vous avez raison de faire jouer cette ambiguïté. Mais encore une fois, la remarque de Bernard est tout à fait juste, hein. Je ne tiens pas absolument à ce terme d'initiation. C'était juste pour faire entendre une question qui est qu'on ne peut pas entrer dans ce que révèle, dans ce que fait entendre l'analyse. On ne peut pas y entrer directement, quoi, c'est ça. Je crois qu'on peut le constater avec un phénomène qu'on constate, je pense pas être le seul, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, avec des jeunes psychologues, par exemple, qui se formaient, qui prenaient le temps de se former, de passer par l'institution, de travailler en institution, d'apprendre aussi de collègues, d'autres, des aînés. Et aujourd'hui, il y a une sorte de désamour. Et nous voyons beaucoup, enfin, en tout cas c'est le constat que je fais, beaucoup de jeunes psychologues avec un diplôme tout frais, n'ayant jamais travaillé en institution, qui s'installent comme psychanalystes ou comme psychologues cliniciens, Ouais. mais qui viennent très vite après chercher justement des séances de supervision, au contrôle, et que là, la question de l'initié, voilà, s'initier, passe beaucoup par là. Et je le mets aussi en lien avec ce que tu disais par rapport à cette médiation hein, phallique. Quand elle n'est pas là, quand il n'y a pas eu ce temps de se confronter à une clinique, un réel, eh bien, on vient chercher cette médiation, justement en supervision ou au contrôle, avec quelqu'un qui va pas, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Bernard, il ne s'agit pas d'une initiation comme on pourrait trouver dans d'autres métiers. On va t'expliquer comment faire, et donc on a un phallus dévoilé à la fin, tout brillant. Eh ben non. Là, il y a quelque chose, justement, comme les analyses des rêves que tu as évoquées, de faire entendre quelque chose. Faire entendre, et en plus, les multiples lectures auxquelles peut se prêter une situation clinique. Il y a une personne qui demande la parole. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Bonsoir. Moyennement, ok. Je vais essayer de parler fort. Merci beaucoup pour cette proposition et cette lecture. Je m'interroge, vous avez commencé par parler de la question du style, finalement de Freud, de Lacan, puis après de Melman.
notamment par la formulation, le type de langage et l'approche un peu linguistique utilisée pour partager le savoir. Derrière la question du style, je me pose aussi la question du silence et du coup celle de l'intervention, à la fois en pratique clinique, mais également l'intervention dans le débat public ou en tout cas finalement de la vulgarisation de ce langage-là aussi en dehors. Et je me demandais du coup s'il y avait des réponses sur ça. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais je vous remercie. Je ne suis pas sûr que je l'ai tout à fait entendu. C'est la question de l'intervention par rapport au silence du psy. Oui, tu répondrais comment? Écoutez-vous, je n'ai pas de... Il ne marche pas. Il faut l'allumer. Oui, il est allumé, mais Tiens. il ne marche pas, monsieur, celui-là. Bon. Non, enfin, je n'ai pas de réponse toute faite. Vous posez deux questions, si j'ai bien compris. Une, c'est l'intervention dans la cure. Alors là, c'est le style de chacun, évidemment, et qui d'ailleurs ne tient pas tellement à l'obédience théorique de l'expérience que moi j'en ai. C'est-à-dire que on pourrait prendre les psys de notre propre association, on verrait des gens qui interviennent beaucoup, d'autres beaucoup moins. Certains qui parlent beaucoup et d'autres beaucoup moins. Et pourtant, ils se disent tous lacaniens, voire melmaniens, et avec des styles différents. Alors, je trouve que c'est plutôt pas mal que chacun ait son style, c'est-à-dire que les maîtres n'ont pas fabriqué des clones, c'est quand même plutôt bienvenu. Mais donc, c'est quand même la question du tact et du style de chacun. Et je dirais pareil dans le domaine public. Dans le dernier livre que Melman et Lebrun ont fait ensemble sur la dysphorie de genre, ils ont ce petit désaccord d'ailleurs, où Lebrun insiste auprès de Melman pour que les analystes, dont Melman, interviennent plus pour faire la bonne parole analytique. Et Melman est plus réticent en estimant que s'il n'y a pas une demande, on parle dans le vide. Mais oui. Mais c'est une question, et là aussi, qui tient probablement au style, par exemple, celui de Jean-Pierre ou celui de Melman, mais il n'y a pas de solution ou de réponse, pour moi en tout cas, toute faite. Hein. Oui, mais c'est délicat, effectivement, cette intervention dans le social, parce qu'on a vu, je vais les appeler les caricatures de psychanalystes qui se sont prêtés, que ce soit à la télé ou autre, à faire des interprétations sauvages à tout va, là où il n'y avait pas justement une demande. Oui, j'entends mieux votre question, madame, effectivement maintenant, après ce qu'ont dit mes collègues. Et comme eux, je pense que c'est un peu difficile de sortir du silence dans le social s'il n'y a pas une demande, c'est-à-dire si on n'est pas sollicité de parler. Parce qu'à ce moment-là, si on fait ça, si on parle sans qu'on nous le demande, on va tout de suite nous dire, mais de quelle autorité vous vous réclamez? C'est-à-dire, quelle est l'autorité au nom de laquelle vous parlez? Et vous allez être immédiatement récusé aujourd'hui. Ok. Bonsoir. Est-ce que je peux? Mais Pardon. oui, bien sûr. Oui. Ça serait plus peut-être une remarque ou presque une illustration de ce qui vient d'être dit, surtout par rapport à la dernière, à la phrase de la dernière séance, pas de la séance, de la leçon, pardon. Où vous avez dit, par rapport à l'autre scène, la lettre qui s'invite à la place d'une autre est souvent à caractère sexuel. Donc, mon illustration, ça m'a renvoyé à mon illustration qui, en prenant note de ce que vous disiez, euh, par rapport au deuxième rêve de Freud, où il dit que le père était mort, mais qu'il ne le savait pas, et qu'il avait mauvaise mine. Et en prenant note, j'ai écrit il avait mauvaise pine. Donc, je pense que ça illustre pas trop mal. Désolée, sans tomber dans la vulgarité, hein, et ne pas froisser la pudeur. Merci beaucoup de cet exemple. Je crois qu'il est à peu près l'heure de terminer parce que nous sommes tenus par l'horaire de 22h30. Donc peut-être éventuellement une question encore, brièvement, et puis on pourra s'arrêter pour ce soir.
Non, pas de questions? Bien, alors écoutez, bonne soirée, bonne fin de soirée à tous et Bonsoir. à bientôt.